Merci d'être là. Je vois que j'ai que des amis dans cette salle, ça fait vraiment plaisir. En face de moi, il n'y a que des gens experts de domaine, des physiciens, des mathématiciens, des biologistes, des financiers, hommes, femmes d'affaires, politiques, chacun suivant son expertise. Enesia, c'est une école d'intelligence artificielle qui a pour but, au départ, de faire de l'IA sur la comptabilité. Mais nous voulons faire de l'intelligence artificielle également appliquée à de la médecine, appliquée à de la biologie, appliquée à de l'histoire. J'ai l'honneur d'avoir Franck Ferrand d'ailleurs dans cette assemblée et avec qui sûrement on va travailler autour de l'intelligence artificielle, la réalité augmentée à l'histoire et dans les archives. Donc on veut vraiment faire de l'intelligence artificielle un petit peu appliquée à tous les domaines. Donc Enesia a pour objectif également de réunir des scientifiques de premier plan. Nous en avons ici, parmi les meilleurs du coup, des experts en IA et une grosse ouverture vers la recherche et l'application de cette recherche au monde de l'industrie, de la finance. L'idée, c'est certes de faire de l'intelligence artificielle, mais de voir également comment la science fondamentale, les différentes disciplines, les mathématiques, la physique, peuvent nous aider à faire des intelligences artificielles extrêmement perfectionnées et applicables directement à des secteurs comme la biologie, la finance ou la comptabilité. Donc voilà, on va commencer un petit peu cette table ronde. Je vous présente donc Lionel Escafre, qui est professeur des universités, qui est expert comptable, commissaire aux comptes, directeur de chaire, directeur général de la société Groupe Y. Et je voudrais d'abord lui poser la question, comment Lionel, tu vois, disons, l'intelligence artificielle dans le commissariat aux comptes. Hier, nous avons fait une conférence, lui et moi, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et l'année dernière, on avait fait la même conférence. Et on aime bien commencer ces conférences avec un petit sondage. 37% des élèves qui étaient des commissaires aux comptes, du coup, des personnes qui ont assisté à la conférence, considéraient que l'IA allait avoir un impact dans leur profession. Et cette année, on a posé la question. Et on a eu 100% de bonnes réponses. D'accord? Ce qui est incroyable. Alors, cela est dû principalement, je pense, à l'effet de mode qu'a suscité ChatGPT. D'accord? Donc, je me permettrai à un moment donné de voir quelle est la place de ChatGPT aujourd'hui de manière générale, et plus particulièrement de ChatGPT dans le secteur du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable, ou même de l'enseignement dans l'expertise comptable. Donc, Lionel, je commencerai par te demander comment tu vois l'IA dans ta profession. Alors bonjour à tous d'abord, puis merci de m'accueillir. Je suis évidemment très heureux de participer à cette conférence d'Enesia. Je pense que dans ta question, il y a en fait deux questions. Il y a ChatGPT d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. ChatGPT, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un magnifique navigateur qui permet non plus d'accéder à des sites, mais qui produit carrément de la connaissance et qui produit de l'information. Donc oui, donc ChatGPT, un navigateur, mais plus qu'un navigateur, puisque maintenant on est vraiment sur une base de données qui produit une information, qui produit de la connaissance. En face, nous avons donc le comptable et l'auditeur. Le comptable, qu'est-ce que c'est? Juste pour rappeler quand même notre métier, un expert comptable, son rôle c'est quoi? C'est de restituer une information comptable fondée sur le passé et pas fondée sur l'avenir. Et on a tendance parfois à mélanger les deux, à croire que l'expert comptable ou l'éditeur est destiné à fonder son opinion, ses travaux, sur de l'information future. Or, ce n'est pas le cas. L'avantage, évidemment, de ChatGPT, c'est non seulement de donner une information à l'instant T, mais aussi de donner une information pour le futur. Je prends un exemple simple. Je suis commissaire aux comptes, je certifie les comptes d'une société. Certifier les comptes d'une société, c'est quoi? C'est s'assurer que la société est pérenne sur les 12 mois qui suivent la date de clôture des comptes, très simple à comprendre. Et c'est dire aussi que les comptes sont conformes sur un référentiel comptable.
Est-ce que si je vais sur ChatGPT et que je lui demande de me donner un rapport d'audit pour ma société, est-ce que ce rapport d'audit sera produit par ChatGPT? Un rapport d'audit sera produit, mais est-ce que le rapport d'audit sera parfaitement adossé au sujet qui est ma société en tant que telle? La réponse est non. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est d'abord un outil d'intelligence artificielle qui est purement généraliste, purement, je dirais, c'est déjà très très bien d'ailleurs, très globalisant, et qui ne s'adapte absolument pas à une décision humaine qui est fondée sur un réseau de neurones particulier, spécifique, lié à l'entreprise que je vais auditer. Et donc, quand tu me poses la question sur l'intelligence artificielle, si je parle de ChatGPT, c'est aujourd'hui un outil qui, quelque part, est très insuffisant au regard de mes besoins. Très insuffisant. Parce que les données qui sont incluses dedans sont des données qui sont extrêmement mélangées, qui sont finalement relativement peu connectées les unes avec les autres. On est plus dans la machine learning que dans le deep learning. On a plus de l'information brute que véritablement une démarche intellectuelle. Or, l'audit, la comptabilité, c'est d'abord une approche de raisonnement humain, c'est-à-dire une véritable démarche d'approche qui amène à une opinion. Et donc l'opinion, c'est d'abord évidemment une démarche intellectuelle. Deuxième partie de ma réponse, l'intelligence artificielle est donc le comptable ou l'auditeur. Oui, évidemment, l'intelligence artificielle est par contre un atout considérable pour notre métier, pour trois raisons. La première raison, c'est que à partir du moment où on travaille sur un algorithme qui va nous permettre, à partir de cet algorithme, de collecter un certain nombre de données, eh bien, nous, commissaires aux comptes, qui travaillons sur des sondages, pour ceux qui ne connaissent pas notre métier, nous travaillons sur des sondages. Nous ne pouvons pas tout auditer, nous ne pouvons pas tout voir. L'intelligence artificielle, à travers un algorithme, peut permettre de tout voir, peut permettre de tout apprécier. Et pour prendre un exemple très simple, au lieu de lire un bilan, un compte de résultats et une annexe, l'intelligence artificielle va vous permettre de sortir des courbes sinusoïdes, comme un électrocardiogramme, et identifier les problèmes d'arythmie, qui sont en fait des problèmes de continuité d'exploitation, des problèmes de solvabilité, des problèmes de difficulté d'encaissement client, des problèmes peut-être de blanchiment et des problèmes de fraude. Donc oui, l'intelligence artificielle est un atout considérable et ça va renforcer l'exigence en matière de compétences pour le commissariat aux comptes et pour l'expertise comptable. Premier point. Deuxième point, je parlais de trois atouts. Le deuxième point, c'est qu'on répond à un objectif d'exhaustivité, et ça c'est très important, parce que, juste petite digression, mais en mathématiques, on peut passer un temps fou à parler d'échantillonnage, de tests de Key2, enfin tout le monde est d'accord pour dire que les lois normales, c'est très bien, ça a quand même ses limites en matière de probabilité, même si tout le travail qui a été fait depuis Pascal est absolument merveilleux, il n'en demeure pas moins qu'on est quand même un peu limité en véracité des travaux. Revenons au deuxième atout. Deuxième atout, on va permettre aux entreprises d'avoir une prestation d'expertise comptable et de commissariat aux comptes performante et rentable. Parce que le problème qu'il y a dans le métier de comptable et dans le métier de commissaire aux comptes, c'est de faire des tâches de pointage, de faire des tâches finalement qui sont sans véritable valeur ajoutée et qui pourraient très bien être réalisées évidemment par une machine et évidemment par un algorithme. Alors vous me direz, oui, mais alors ça va peut-être exclure des métiers, exclure des professions, exclure... Non, mais pas du tout. En fait, la question, c'est la formation. Et on est là pour ça. La vraie question, c'est d'avoir demain des collaborateurs qui montent en compétences, qui sont capables d'utiliser les algorithmes, qui sont capables de les travailler. Et objectivement, un algorithme et un modèle mathématique, c'est pas si compliqué. Et puis le collaborateur, il n'a pas besoin de connaître la boîte noire. Ce qu'il doit connaître surtout, c'est son utilisation. Et donc, connaître évidemment les mécanismes de base d'un codage, oui, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est d'être capable d'exploiter le codage et d'être capable d'utiliser l'algorithme. Donc, logique de compétence qui, naturellement, doit évoluer. Et c'est vrai que demain,
demain nos étudiants, eh bien, ils ne seront pas amenés à faire des écritures en partie double de manière systématique. Il va falloir qu'ils apprennent surtout à être capables de gérer la donnée comptable. Et puis enfin, troisième sujet qui quand même est assez exceptionnel à travers l'intelligence artificielle, c'est la capacité à faire un audit continu. Un audit continu. C'est-à-dire que le risque de blanchiment ou la fraude, c'est pas 6 mois après quand on va auditer les comptes. C'est en permanence. Parce qu'à partir du moment où on travaille sur un algorithme et qu'on travaille sur une intelligence artificielle qui suit les différentes transactions qui sont réalisées par l'entreprise, bien évidemment, ça veut dire qu'en continu, le commissaire aux comptes est en capacité de valider les transactions et les engagements réalisés par l'entreprise. Si ça, ce n'est pas un progrès extraordinaire, c'est absolument fabuleux et ça renforce la traçabilité. Je vous rappelle quand même que la comptabilité, faisons un petit peu d'histoire, c'est GED, c'est la famille des Fraris. Pourquoi on fait de comptabilité? Parce qu'on veut transporter des marchandises en Orient. Et pourquoi on fait de la comptabilité? Parce qu'on veut s'assurer. On veut faire une traçabilité de la marchandise pour assurer la marchandise sur les bateaux. Et à l'époque, quand on lance ça à Gênes, et quand ensuite, évidemment, avec notamment tout le développement de la lettre de change, se développe en Italie du Nord tout un mécanisme de comptabilité, que Luca Pacioli saura à peu près reprendre dans son traité, mais c'est loin d'être l'inventeur du sujet, c'est un problème de traçabilité. Et ça inquiète tout le monde. Toutes les entreprises, toutes les chefs d'entreprise à l'époque se disent « Mais mon Dieu, je vais être obligé de tout tracer, tout dire, tout expliquer. » Oui, l'intelligence artificielle nécessite une traçabilité absolue. Et pour conclure, là où il y a un vrai sujet, c'est la conservation de la donnée et la sécurisation de la donnée. Moi, je vous invite à réfléchir à ce point, parce que là, c'est un point évidemment comptable, évidemment technique, mais c'est un point de citoyen. Quelle société voulons-nous demain? Parce que, objectivement, à partir du moment où on confie de manière continue une donnée totalement exhaustive, bien évidemment, il y a des risques de partage de données. Et là, on a un sujet de protection, car je vous rappelle quand même que la protection des données, c'est aussi évidemment la protection des libertés publiques. Je vous remercie. L'intelligence artificielle peut aider à détecter des fraudes, mais est-ce qu'elle peut aussi aider à en commettre? Bon, la réponse est oui, bien évidemment. Enfin, il faut être totalement, faudrait être naïf, et votre question montre que vous n'êtes pas, pour penser que demain, un fraudeur n'utilisera pas lui-même aussi, évidemment, ses propres algorithmes dans un travail de couverture, de double de comptabilité. On commence d'ailleurs, on a des travaux aujourd'hui qui sont lancés par des académiques sur ces types de sujets. Donc oui, il y a une course. C'est clairement le serrurier et le cambrioleur. Le sujet, il est là. C'est-à-dire que, évidemment, on a un perfectionnement aujourd'hui de l'audit qui va intervenir à travers l'IA, mais derrière, vous allez avoir évidemment des fraudeurs qui vont y penser. Ils vont y penser à travers, évidemment, l'approche qu'ils auront, l'historique qu'ils auront de leur fraude, et l'historique qu'ils auront des fraudes qui n'auront pas été identifiées. Parce que, soyons pas, je ne voudrais surtout pas que vous sortiez de cette salle en ayant une vision aussi totalement, je dirais, en incantation devant l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune incantation à avoir sur le sujet. Parce que, par contre, si on rentre vraiment dans la problématique technique, n'oublions pas que pour faire une IA, il faut avoir des données. Donc, si je veux être capable de détecter de la fraude, il faut qu'à un moment donné, je sois capable d'identifier dans le passé les modalités de fraude que je vais rentrer dans l'IA et qui ensuite s'appliqueront à l'entreprise. Or, bien naturellement, un bon escroc, il va forcément me sortir une fraude que je n'aurais pas vue dans le passé, et je ne suis pas sûr que l'IA répondra justement à ce sujet. Parce que le problème de l'IA aujourd'hui, ça évoluera peut-être avec le deep learning, mais aujourd'hui l'IA, c'est essentiellement une exploitation quand même, malgré tout, d'expérience, de données passées, d'éléments connus. Évidemment, frauder, c'est aussi innover. Donc oui, il y a effectivement un risque sur le sujet. Autre question?
Oui. Moi, j'aurais une question. Vous parliez de traçabilité. Et est-ce que l'aspect blockchain, par exemple du Bitcoin, qui est réputé, enfin très sûr, puisque tout le monde, quelque part, a un dictionnaire avec les transactions, c'est une idée viable. Alors, il y a deux choses dans votre... Encore une fois, je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Je pense qu'il faut vraiment, sur la blockchain, que vous fassiez la différence entre la monnaie électronique, la blockchain, la crypto-monnaie, et la blockchain en elle-même. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un système d'information automatisé parfaitement, je dis bien parfaitement intégré, avec un système de mineurs qui sont les utilisateurs et un système de clés qui protège la donnée. Est-ce que c'est le sous-jacent de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas répondre, mais ce que par contre je sais, c'est que faire un audit en continu nécessitera d'avoir une approche blockchain de l'audit et d'avoir justement des flux en permanence qui soient justifiés par des clés. Et le commissaire aux comptes devra vérifier que ces clés correspondent bien aux attendus à la fois de la loi et à la fois évidemment du dirigeant, en respect avec la loi. La crypto-monnaie, c'est autre chose. La crypto-monnaie, elle existe parce qu'il y a effectivement une plateforme, on est bien d'accord, et c'est lié, les mécanismes de blockchain fait vivre cette monnaie. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Les monnaies régionales existaient dans l'histoire, faire sa propre monnaie, ça existe. Ce qu'on est en train de découvrir à travers le Bitcoin ou à travers des monnaies, c'est en fait une théorie un petit peu anarchiste visant à dire que finalement tout est marché dans le monde et qu'on n'a plus besoin des banques centrales, on n'a plus besoin des banques. C'est peut-être vrai dans l'avenir d'ailleurs pour un certain nombre de pays, parce qu'un certain nombre de pays n'ont pas réussi à avoir cours légal de leur monnaie dans le monde. Pourquoi pas? Je dis encore une fois pourquoi pas, mais c'est à mon sens deux sujets différents. Voilà. Très bien. Merci Lionel. John Levy, qui est expert comptable, qui est associé gérant de la société Trevis, c'est ça? Fondateur, et qui est également programmeur émérite. Lionel a évoqué l'impact de l'IA dans le commissariat aux comptes. J'aimerais avoir ton point de vue, plus particulièrement dans l'expertise comptable. Alors déjà, au niveau de l'impact de l'IA dans l'expertise comptable, et dans un second temps, des IA de type ChatGPT dans l'expertise comptable. Très bien, mais écoute, merci pour ton invitation. Je pense que c'était un bon moment après la période fiscale de parler de tout ça, parce que vous allez voir que ces technologies vont nous aider à accélérer les clôtures et surtout à gagner en qualité. Déjà, avant de commencer mon petit topo, qui d'entre vous travaille en cabinet, qui utilise des outils type OCRisation de factures, type classement des pièces comptables dans les bons comptes, voilà. Est-ce que quelqu'un peut lever la main en cas qui utilise ce type de techno dans ses cabinets? Donc on a au moins une personne. Ça me fait très peur parce que ça veut dire que déjà vous êtes en retard sur ce qui se fait déjà. C'est très impressionnant. Voilà. Et donc ça montre bien que ceux qui ne sont pas déjà embarqués dans cette mécanique ont pris un sérieux retard par rapport à d'autres. Et ce qui se passe, et vous saurez bien vite le voir, c'est que nous avons des réformes fiscales qui vont arriver dès 2024 pour les grandes entreprises, mais pas que, parce qu'on oublie qu'on a aussi des obligations pour tout type de société dès 2024. Je pense notamment à la réforme de la facture électronique, qui va obliger les sociétés à s'outiller différemment et peut-être utiliser la data qu'ils vont pouvoir collecter pour analyser des flux. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dès à présent, certains cabinets sont déjà à la manœuvre pour outiller leurs collaborateurs d'outils de reconnaissance de caractère, qui est une technologie très ancienne. On parle d'OCRisation, c'est la lecture optique des caractères. Demain, nous aurons des métadonnées greffées à des PDF, on peut les appeler comme ça. On a des formats électroniques qui s'appellent la facture X, qui va être attachée de langage HTML versus un PDF qui va être envoyé à l'administration fiscale. Tout ça pour vous dire que les flux qu'on va traiter de plus en plus en cabinet vont être dématérialisés et vont se transformer en code informatique.
Et c'est là où demain, un collaborateur et un cabinet suffisamment aguerri avec des outils vont pouvoir adosser leur analyse, contrôler encore mieux les données qu'ils vont pouvoir collecter. Je parle notamment aux factures, mais pas que. Et ça, c'est important de le mentionner. Et tout ça pour vous dire que si on reste déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, des cabinets sont déjà à la manœuvre pour outiller leurs collaborateurs de ces outils. On a plein d'outils sur le marché qui existent. Je ne vais pas le citer, ce n'est pas le but, mais il faudra se poser les questions si aujourd'hui, vous n'aurez pas, en tout cas, l'obligation dans votre pratique de réfléchir à quel outil je vais pouvoir doter mes collaborateurs pour performer et anticiper cette vague qui va arriver. Ça, c'est très important. Deuxième importance, c'est que côté comptabilité, ça va nous donner du temps à consommer à d'autres tâches. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de conseils, on parle beaucoup de transformation des métiers. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, au cabinet Trévis, on a décidé de s'adosser sur ces outils de nouvelle génération pour apporter à nos clients des conseils, du conseil en sens large, et notamment, par exemple, en contrôle de gestion. Car avec ces outils qui vont permettre de drainer de l'information, de la donnée, nous allons pouvoir tirer, par exemple, des projections à venir et faire finalement plus un travail sur le passé, mais on va aussi commencer à travailler sur l'avenir, même si l'expert comptable n'a pas vocation à travailler sur l'avenir. Pour autant, vos clients vont vous le demander. Donc c'est important pour vous d'être outillé et de commencer à utiliser la data que vous avez longtemps emmagasinée dans vos cabinets, mais qui n'ont jamais été exploitées. Je pense notamment et avant tout aux données extra-comptables qu'on a l'habitude de récupérer, mais que peu de cabinets exploitent. Aujourd'hui, vous avez des réglementations, des normes. L'Europe commence à nous challenger sur des notions extra-financières. On parle notamment de répartition homme-femme pour les grands groupes dans les liasses fiscales. Tout ça, c'est des notions qu'on ne trouve pas en comptabilité. Et donc, pour autant, on a l'information à travers la DSN, le nom-prénom des personnes, à travers les dossiers permanents. Donc, il faut savoir qu'en cabinet, on a quand même une source inimaginable de données qu'on n'exploite pas. Et si on n'exploite pas, on ne pourra pas proposer de nouvelles prestations de services à nos clients, mais surtout et avant tout se confirmer finalement à la réforme fiscale qui va arriver. Et donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que de mon point de vue, ChatGPT et tous ces outils de IA et plus largement de machine learning, puisqu'on va finalement donner à l'outil des informations, de la data pour apprendre finalement sur le portefeuille client qu'on a, sur le secteur d'activité qu'on a, pour transmettre une information nécessaire qui permettra aux collaborateurs d'adosser son analyse. Ça ne veut pas dire qu'on va être remplacé, ça veut dire qu'on va être augmenté. Moi, j'aime bien rappeler l'image que j'ai toujours avec le GPS. À l'époque, nous n'avions pas de GPS. Moi, ma première voiture, je n'avais pas de GPS, pour autant, je savais me guider. Mais je n'étais pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Donc, si on fait 20 ans, 30 ans, un pas dans l'avenir, donc si on se positionne aujourd'hui, avec nos GPS, on va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre le chemin que le GPS nous a donné, mais pour autant, nous allons avoir des informations supplémentaires pour mieux analyser le terrain, s'il y a des bouchons, etc., etc. Donc ça va être la même chose avec les outils informatiques de demain et d'aujourd'hui, puisqu'il y a déjà des outils qui existent, comme ChatGPT, qui vont vous permettre de vous augmenter. Et ça, c'est important de le souligner, ce n'est pas un remplacement, mais c'est une augmentation de vos compétences qui vont vous permettre pas de tirer une information juste et véritable de ChatGPT aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Et si vous testez ChatGPT, nous on le teste au cabinet, on a parfois des résultats qui sont farfelus. Pour autant, ce qui est important de comprendre, c'est que votre collaborateur ne va pas être remplacé, mais son sens critique va être beaucoup plus acerbé, va beaucoup plus être utilisé. Et ça, c'est important. Ça permet notamment aussi, et là c'est un peu à cheval avec l'audit, quand on fait aussi des missions de contrôle interne, ça nous permet aussi d'aller tirer une donnée informatisée et d'en analyser la teneur beaucoup plus rapidement. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir traiter une information beaucoup plus élevée, beaucoup plus large. Ça, c'est important de le noter. Voilà. Et donc, si on revient à ChatGPT, moi aujourd'hui, ChatGPT, j'en ai l'utilité, oui et non, parce que je l'utilise en tant qu'amusement. Je me fais mes tests pour voir les résultats qui sont escomptés. Pour autant, j'imagine que demain, un outil performant qui comprendra mon secteur d'activité, qui comprendra la comptabilité au sens large, pourra donner un réel
atout à mes collaborateurs pour performer dans leur mission. Et ça, c'est très important. Merci John pour cette présentation. Je pense que c'est extrêmement complet, extrêmement précis. Juste un mot. Enfin, Je t'en prie, Lionel. J'ai beaucoup apprécié ton intervention. Juste un mot qui est important par rapport à ce que tu disais sur on a besoin de collaborateurs qui ont un esprit critique. J'entends beaucoup dans la presse et dans un certain nombre de pays que demain, ChatGPT, c'est un drame pour les examens. C'est un drame pour faire passer les diplômes. Non, pas du tout. Le problème, c'est pas l'étudiant, c'est l'enseignant. C'est à l'enseignant de prendre en compte ce facteur dans sa démarche d'apprentissage et dans sa démarche aussi d'examen. Et c'est vrai que ce que va apporter l'intelligence artificielle, c'est de la connaissance brute, ce qui veut dire que l'enseignant ne pourra plus demain se contenter de donner la connaissance. Il faut apprendre à apprendre, c'est-à-dire que la compétence, elle est fondée sur comment je gère cette connaissance. Et ce qui est important, c'est qu'un futur expert comptable, un futur commissaire aux comptes, mais je pense qu'on pourrait dire pour beaucoup de métiers, c'est pas tant qu'il ait une tête immense, ça, on est ravi s'il a une connaissance encyclopédique, mais question pour un champion, c'est pas très utile en matière de transformation d'un essai pour être performant. Ce qui est performant, c'est d'être capable de connecter une information avec une autre, une connaissance avec une autre, et de ces 4 connaissances, d'être capable d'en faire une valeur ajoutée pour l'entreprise ou une valeur ajoutée pour une prestation de service. C'est ça l'enjeu. Et ça, aujourd'hui, eh bien, ce que va nous permettre l'intelligence artificielle, c'est d'aller plus vite pour avoir l'information, plus vite pour avoir peut-être même une information, peut-être même plus exacte, mais certainement pas plus vite pour être capable de l'exploiter et de l'analyser. Et donc, je ne suis pas non plus inquiet sur l'évolution de la formation comme sur l'évolution du monde universitaire. Ce sont des visions, enfin ce que j'entends parfois, ce sont des visions conservatrices qui ne sont pas du tout conformes avec l'évolution du monde dans lequel nous allons vivre. Le monde dans lequel nous allons vivre, c'est un monde numérisé, c'est un monde dématérialisé. Il faut y travailler parce que nos jeunes générations nous attendent sur ce terrain et de toute façon, c'est aussi elles qui prendront évidemment les rênes de cette nouvelle société. Et c'est ainsi, on ne peut rien faire contre cette évolution et c'est peut-être même d'ailleurs tant mieux. J'aimerais juste rajouter que pour ceux qui commencent à travailler sur le DEC, qu'est-ce qu'on vous apprend au DEC pour ceux qui l'ont passé? L'épreuve écrite des cas pratiques, de venir avec toute la documentation nécessaire. Voilà. Donc finalement, on a les compétences quand on fait ce métier d'expert comptable ou de commissaire aux comptes. On a les compétences d'aller récupérer de l'information et finalement la compléter pour en tirer une information. Finalement, ces outils vont nous permettre d'aller encore plus vite, plus loin, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur puisqu'on a déjà les compétences et grâce à des collaborateurs qui seront formés avec un esprit compta technique plus un esprit informatique, vous allez voir, ça nous fera des super collaborateurs et surtout des cabinets qui vont pouvoir aller plus loin et être beaucoup plus pertinents qu'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, je dis juste qu'avec l'évolution des secteurs d'activité, tous nos clients, quel que soit le secteur d'activité, dès lors que l'informatique rentre en compte, dans la ligne de compte comptable, vous avez un afflux de données, à la fois des CRM, à la fois de la donnée comptable pure. Donc tout ça, il va falloir l'analyser. Et donc, on a besoin de super collaborateurs pour le faire. Merci messieurs. Donc en gros, l'intelligence artificielle est la continuité du comptable finalement et du commissaire aux comptes un petit peu. L'expert comptable. Et de l'expert comptable bien sûr. Pardonnez-moi. On va laisser la parole maintenant au rayon de soleil de la soirée. Donc Catherine Garcia. Catherine Garcia qui est la présidente d'Enesia. Donc Catherine Garcia avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans sur ce sujet. On a énormément réfléchi sur l'intelligence artificielle appliquée à beaucoup de domaines, hein, la biologie, la médecine, mais surtout de manière privilégiée à la comptabilité, puisque Catherine est également secrétaire générale d'un groupe d'écoles dans la comptabilité, le transport, les ressources humaines. Et du coup, on s'est dit qu'une école d'intelligence artificielle serait pertinente aujourd'hui. La question que j'aurais à vous poser, madame, c'est comment vous voyez-vous en tant que président d'une institution académique
l'intelligence artificielle de manière très générale, quelle que soit la discipline. Et ensuite, comment vous voyez l'IA, plus particulièrement dans le secteur de la comptabilité ou du commissariat aux comptes? Eh bien, merci de m'avoir qualifié de rayon de soleil. Je vais essayer de vous éblouir, c'est pas sûr que j'y arrive. C'est déjà le mien. En tout cas, oui, l'intelligence artificielle, je dirais, il y a encore quelques années, lorsque nous avons eu l'idée de réfléchir sur l'intelligence artificielle et de l'appliquer à certains secteurs, je dois dire que c'était considéré comme... Enfin, tout le monde était assez dubitatif, en disant oui, mais enfin tout ça, on n'y est pas, ça va prendre du temps, etc. Et puis la grande révolution est quand même venue de ChatGPT, qui a complètement bouleversé l'état d'esprit. Du coup, aujourd'hui, je pense que tout le monde est unanime pour dire que c'est totalement incontournable. Donc, je pense que là-dessus, effectivement, comme vous l'avez souligné, nous avons été précurseurs, puisque nous avons démarré déjà il y a plusieurs années. Et l'idée était effectivement de monter une école de data et d'IA avec l'idée fondamentale que pour bien traiter la donnée et bien utiliser l'intelligence artificielle, il fallait bien comprendre aussi le sous-jacent de cette donnée et ce qu'elle voulait dire. Donc, nous avons démarré sur la comptabilité puisque, comme Nicolas le rappelait, le groupe Miromini l'éducation comprend l'ENOS, qui est donc, j'ai l'habitude de le dire et je vais le dire en anglais pour honorer nos invités, c'est the oldest, the biggest and the best école de comptabilité en France, the French Accounting School in France. Vous parlez des NOS ou de vous? Ah ben, moi également, bien sûr. Donc, donc, nous avons travaillé sur la partie comptabilité avec cette idée que plusieurs cabinets, d'ailleurs à l'époque, nous avaient approché en disant mais on a pris des data analystes, mais pour la compta, ils ne comprennent rien. Donc, en fait, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc, nous, on s'est dit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre des gens qui connaissent déjà les sous-jacents, donc comptabilité par exemple, et on va les former à la data d'abord, et ensuite à l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que nous avons démarré. Et en fait, il s'avère que c'était, je dois le dire, la bonne idée, puisque aujourd'hui, et vous l'avez vu, ces messieurs se sont exprimés là-dessus, il est très important aujourd'hui et totalement incontournable pour les futurs collaborateurs de cabinet et les futurs comptables en entreprise d'être capables de s'adapter au monde de demain. Et c'est bien la vocation de ce groupe NOS qui est de former les dirigeants et les collaborateurs de demain. Donc, ils vont vraiment devoir utiliser la data et l'intelligence artificielle. Donc, on l'a rappelé, c'est la data d'abord pour pouvoir faire fonctionner l'intelligence artificielle dessus, mais c'est absolument indispensable, incontournable. Donc, nous avons monté Enesia qui propose un bachelor de data analyst. Nous avons également un master qui sera spécialisé en data analyst, data engineer ou bien data scientist. Aujourd'hui, la plupart de nos étudiants sont en alternance dans le monde plutôt de la comptabilité, mais bien évidemment, comme cela a été évoqué tout à l'heure, nous ne nous interdisons pas, loin s'en faut, c'est même notre objectif, de développer cela à d'autres secteurs, notamment les transports, puisque nous avons une école qui forme des managers en transport et logistique. Et vous savez tous évidemment que le monde du transport est très concerné aussi par la data et l'intelligence artificielle. Donc, transport et d'autres secteurs, ERH, puisque nous avons également une école de ressources humaines, et puis par la suite, tout ce qui, nous allons travailler sur d'autres secteurs qui ont été évoqués tout à l'heure, santé, biologie, histoire, etc. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux d'avoir anticipé cette tendance il y a quelques années maintenant. Donc, nous sommes prêts à aller de l'avant et ChatGPT, eh bien, ne nous fait pas vraiment peur puisque cela, bien sûr, va être intégré dans nos formations et ne va faire que, effectivement, augmenter
les étudiants qui rejoindront les entreprises et les cabinets d'expertise comptable et d'audit de demain. John, peut-être. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que sur l'aspect formation, c'est très important de comprendre que la comptabilité était un peu le parent pauvre de l'informatique ces dernières années. Absolument. Pour la petite histoire, Nicolas était mon professeur quand j'étais en finance de marché, parce que j'ai commencé en finance de marché les premières années, et j'ai été toujours assez bluffé qu'en finance de marché, quand vous êtes dans une salle de marché, bah, les gars, ils font du VBA en fait. Ils font du VBA et de la finance. Pour autant, leur matière première, c'est la finance, analyser des courbes et des indicateurs. Et en comptabilité, pourtant, on a une donnée structurée qui est aujourd'hui calibrée par un FEC, un format unique d'échange. On pourra débattre dessus, mais on a quand même des formats uniques comme la DSN, le FEC. Et pour autant, en comptabilité, on n'a aucun collaborateur qui a dans sa formation VBA, ou très peu. On a commencé à avoir du SQL avec les nouvelles réformes. J'étais professeur. Allez-y, Voilà. je vous laisse finir, je vais vous rajouter un truc. Et c'est dommage qu'on ne l'exploite pas en cabinet. Alors là-dessus, vous avez parfaitement raison. La réponse que nous avons en dehors de la data et de l'intelligence artificielle, parce que je vous ai dit qu'au départ, les cabinets étaient un peu dubitatifs, et j'avais donc sondé quelques cabinets en leur disant, bon, on va faire une école de data, d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, la réponse avait été, bah, écoutez, si déjà ils savaient utiliser très bien Excel et VBA, ça serait pas mal. Donc, sachez qu'en dehors du bachelor data et du master, nous proposons en formation continue tout un parcours que nous avons appelé un parcours d'Excel au machine learning. Donc, on les prend en Excel et on va les emmener comme ça jusqu'au machine learning pour qu'ils puissent effectivement répondre à tous les besoins des cabinets et des entreprises qui n'en sont pas du tout au même état d'avancement dans leur maîtrise des outils. Et vous avez mentionné le nombre très important d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché. C'est très difficile pour les entreprises et les cabinets de s'y retrouver et de faire le tri dans tout ça. Donc, ce n'est pas simple du tout et nous assistons vraiment à une mutation. Alors, je ne voudrais pas être trop longue parce que le temps tourne et on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que là, nous sommes vraiment à un carrefour et nous nous employons à vous former, messieurs, vos futurs collaborateurs. Je veux juste rajouter une chose, parce que moi, je me balade beaucoup d'entreprises en entreprises, de grands groupes en grands groupes, et quand je parle à des DAF ou à des experts comptables, et même à des auditeurs, commissaires aux comptes, me disent toujours, de toute façon, c'est pas grave, la machine va faire à ma place. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Certes, la machine va faire à votre place, mais la machine va aussi collecter de la donnée. Donc, si vous ne connaissez pas les rouages du SQL pour aller taper dans les bases, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais pour récupérer de l'information, vous ne pourrez pas l'exploiter comme bon vous. Voilà, donc dans notre petit parcours, nous avons aussi SQL, Excel, SQL. Voilà. Et un petit peu complémentaire sur la partie formation, parce que je pense qu'il ne faut jamais oublier aussi le fondement académique. Et pourtant, je suis académique, mais je suis aussi praticien. En fait, n'oubliez surtout pas que l'intelligence artificielle est fondée sur des bases, sur des données. Et on ne pourra pas faire l'économie, alors c'est valable dans la profession comptable, c'est valable dans la profession de manière générale des auditeurs et des experts comptables, mais je pense que c'est valable dans toutes les professions, de faire un travail de prospection importante, de rationalisation des données. Et ça va forcément devoir mobiliser, il faut absolument que le monde universitaire et que le monde de la recherche se mobilise. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est quand même beaucoup de la cosmétique. Hein, je suis quand même désolé, mais il faut aller au fond des sujets. Le fond des sujets, c'est qu'un académique publie, un académique de publier avec l'approbation de ses pairs. Et donc, il y a un système à mettre en place qui dépasse beaucoup la notion de French Tech, etc. Là, on parle vraiment d'un sujet stratégique parce que la donnée, ce sera en fait le carburateur tout simplement des professions. Et si on n'a pas au sein de la profession comptable notre capacité cabinet, entreprises et institutions de maîtriser nos propres données, il est absolument certain que d'autres le feront à notre place. Et donc, quand on parlait de menaces, je crois beaucoup plus à la menace sur la donnée et sur la conservation de la donnée. C'est pour ça que je me permettais de terminer mon exposé sur cette notion de protection, que sur véritablement la fin demain de l'expert comptable ou la fin demain du financier. Ça, j'y crois absolument pas. Regardez l'évolution du métier de trader, puisqu'on parlait de finance.
les salles de marché n'ont pas disparu, pourtant on fait du trading haute fréquence, pourtant on a des prix qui sont donnés par le marché, pourtant il y a des algorithmes qui donnent le prix des titres, le prix des obligations. Oui, mais le prix, c'est pas la valeur. La valeur, c'est intellectualisé. Le prix, c'est données brutes. Donc, ces aspects-là sont évidemment extrêmement importants. Et dernier point, la RSE, effectivement, la durabilité et la responsabilité sociale et environnementale, c'est l'avenir de demain. Moi, j'aurais qu'un conseil à donner. Si je me lançais vraiment dans un centre académique, à la limite, l'aspect financier, je pense qu'on a pris un peu de retard. Donc, je pense qu'on peut peut-être le concevoir et le conseiller. Par contre, la RSE, c'est demain. La transposition de la directive européenne sur la RSE, c'est en ce moment. Donc, c'est maintenant qu'il faut évidemment collecter nos données, qu'il faut mettre en place l'ensemble de ces indicateurs, parce que c'est là où on sera évidemment en capacité à ce moment-là, notamment pour ce qu'on a tendance à appeler la vieille Europe, performant par rapport à notre planète, parce que n'oublions pas qu'on n'est pas seul. Voilà. Et que là, vous avez bien compris que l'intelligence artificielle, il n'y a pas de frontières, hein. C'est no borders. Donc, par conséquent, il faut évidemment être performant en la matière. Merci. Merci beaucoup Lionel, merci John, merci Catherine. Avez-vous peut-être des questions sur tout ça, sur l'expertise comptable, commissariat au compte ou justement le domaine de l'éducation et de l'IA dans l'éducation? Est-ce que vous permettez à un néophyte de poser une question par rapport à ce que vous avez dit tous les trois qui était très passionnant? Vous avez employé, monsieur, tout à l'heure l'exemple du GPS en disant nous avons des GPS qui nous permettent de conduire de façon plus efficace, mais pour l'instant, c'est quand même le chauffeur qui décide de sa route. Et vous avez ajouté, monsieur, que les craintes qu'on pouvait émettre à cet égard relevaient d'une idée conservatrice. Alors, il se trouve que j'ai la réputation d'être très conservateur, donc j'assume parfaitement la question que je vais vous poser, mais il se trouve que j'ai assisté à plusieurs expériences, dont une tout à fait extraordinaire de conduite automatique de voiture. Alors c'est vrai que c'était sur un circuit fermé, hein, c'était pas... Enfin tout de même, j'ai vu, moi, une voiture conduire pendant une demi-journée sans aucune intervention humaine, à partir de GPS dont elle décidait elle-même lequel était le plus performant. Et on avait là purement et simplement supprimé le chauffeur. Pourquoi est-ce que l'analyste financier ou le conseiller en matière de comptabilité ne serait-il pas un jour purement et simplement remplacé par la machine? Est-ce que je peux juste... Bien sûr, pardon, si la question était assez messieurs, mais en termes de formation, c'est effectivement la question que l'on peut se poser. Si demain il n'y a plus de comptable parce que les machines font tout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, alors là, je suis très concernée, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. En fait, je pense qu'il y a tout ce qui sont tâches répétitives, automatiques, que l'on peut automatiser. Ça, oui, il n'y a pas de doute, et il y aura des changements dans les profils de poste. Je pense que là-dessus, vous êtes d'accord avec moi. En revanche, on a parlé tout à l'heure d'esprit critique. Dans le monde de la comptabilité, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que les cabinets vont pouvoir se concentrer sur d'autres sujets, c'est-à-dire sur des thèmes à forte valeur ajoutée, et sur le conseil. Puisqu'on parlait tout à l'heure que la comptabilité regardait le passé et pas l'avenir, mais en même temps, les clients ont besoin d'être accompagnés aussi. Et je pense que la réponse à votre question, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il va y avoir un changement dans les professions. Et vous parliez du transport, et dans notre école de transport, on le voit très bien, il y a de la tension sur ces métiers-là, on manque beaucoup de conducteurs. Donc oui, maintenant on passe à des camions sans conducteur, oui, c'est vrai que cela va arriver. Mais pour autant, je pense que ça va juste changer les types de compétences, enrichir certains postes au détriment d'autres, mais ces postes-là pourront monter également en compétences. Je rajouterais même qu'aujourd'hui, au cabinet, par exemple, pour les dossiers très simples, on n'a plus besoin de collaborateurs. Voilà. Pour les dossiers très simples aujourd'hui, on est arrivé à automatiser quasiment de bout en bout le traitement, sauf la révision et l'analyse critique à la fin de l'année. Vous ne pensez pas qu'à terme, ça aussi pourra être assuré par la machine? Je ne pense pas parce que, alors, ça pourrait, on va être augmenté par des dossiers de contrôle, on appelle ça des dossiers de révision qui vont nous aider à regarder là où il faut regarder. Pour autant, le client, lui, sa manière de raisonner va changer. Son besoin va être différent. Aujourd'hui, on le voit très bien dans le marché.
une prestation de comptable ne vaut pas grand-chose aux yeux du client. Ce que le client recherche, c'est le conseil et l'accompagnement. Comme un chauffeur de taxi, on sait qu'une voiture va aller d'un point A à un point B. Pour autant, ce qu'on va rechercher, c'est peut-être du confort. On va peut-être rechercher une ambiance particulière, autre chose, à plus forte valeur ajoutée qu'un simple trajet d'un point A à un point B. C'est la même chose en comptabilité. Nous, on le vit déjà pour quelques dossiers, je ne dirais pas tous parce que ça serait vous mentir. Pour autant, sur quelques dossiers très simples, on arrive à aller très vite sur le traitement de la donnée. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui va distinguer finalement l'intelligence artificielle avec finalement peut-être le raisonnement humain? Je vais vous répondre très simplement à la passion. La passion. Pourquoi la passion? Non, mais je suis très sérieux dans mon propos. Pourquoi la passion? Prenez les entreprises ou le chef d'entreprise et prenez l'analyste financier. C'était l'exemple que vous preniez. L'analyste financier, lui, il va regarder les comptes de l'entreprise. Rationnellement, on va même lui proposer des valeurs, on va lui proposer une analyse, on va même lui dire à la limite si la boîte elle part en faillite ou elle part pas en faillite. Et moi, ce que je peux vous donner comme expérience personnelle, 25 ans d'audit, 80% de sociétés dont on aurait pu dire de manière rationnelle qu'elles allaient tomber en faillite, grâce à la passion du chef d'entreprise, à son engagement personnel, à son irrationalité, car c'est ça qui est important, l'irrationalité, l'envie de faire, eh bien, ces entreprises ont passé un certain nombre de caps, et aujourd'hui, je vous parle de sociétés qui sont de sociétés de taille internationale. Et ça, c'est la grande différence, car l'intelligence artificielle reste fondée sur une rationalité neuronale, avec ses avantages et ses défauts. Peut-être qu'on ira jusqu'au bout du bout de peut-être enregistrer des passions. Mais le problème, c'est que je pense qu'à un moment donné, on va se heurter à l'infini. Alors, ça veut donc dire que d'un côté, on est quand même bien content d'avoir l'intelligence artificielle pour un avion. Si vous faites des longs courriers, vous savez tous que le pilote, ça fait bien longtemps qu'il ne pilote plus. Et c'est peut-être mieux. Bon, on ne le répétera pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'en cas d'irrationalité, on est certainement content d'avoir justement une analyse passionnée qui consiste de sauver l'avion. Et je n'invente rien. Intéressez-vous au compte-rendu, notamment d'accidentologie, évitez, car il y en a énormément. C'est impressionnant. On a besoin de pilotes. C'est amusant que vous racontiez cette anecdote parce que ce midi, j'étais avec un ami qui est pilote chez Air France et on était en train de recenser en fait les cas de crash d'avion. Et pour la plupart du temps, c'est pas la bécane, c'est l'homme. C'est marrant comme anecdote comme ça. D'accord. Alors, vous parlez à la fois un pilote et un entrepreneur, donc je suis content de savoir que c'est complètement irrationnel. Voilà. Et c'est nous qui le sommes. Non, c'est bon. Question? Moi, je pense plutôt que c'est ça une contribution parce que ce débat s'est posé à notre niveau au début des années 2000 avec l'émergence d'Internet. Nous avions eu ce débat. Vous disiez, nous, en tant qu'universitaires, qu'allons-nous devenir puisque maintenant, nous sommes consommateurs du produit parce que c'est le Web 1. Ça démarrait. Nous étions vraiment consommateurs. Mais du statut de consommateur, on est passé au Web 2 où nous sommes producteurs de contenu. Donc cela veut dire que plus l'outil se perfectionne, plus nous nous mettons dans une posture où vraiment on va sauvegarder notre gagne-pain. Et ce que nous le permet, c'est des mutations perpétuelles. Au début, ce débat s'est posé à plusieurs reprises et on en parle. Effectivement, l'intelligence artificielle, plus sous cet angle, doit vraiment nous aider à mieux nous perfectionner. Et quand je vois le débat qu'il y a autour de cette question, à savoir, il y a une menace sur les emplois, on en parle comme si demain nous perd, alors que c'est un outil nouveau que nous avons, qui doit nous aider à nous repositionner et à nous questionner davantage sur ce dont nous sommes capables, sur ce que nous sommes capables de réaliser et ce que nous voulons être demain. Absolument. Et nous améliorer. Oui. Et nous améliorer. Absolument. C'est amusant que vous racontiez cette anecdote parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes expert comptable, vous vous faites challenger par les clients qui vous sortent des règles, des taux, enfin, bref.
des éléments d'information qu'un expert comptable devrait avoir de façon native à répondre aux clients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tous les professionnels vont devoir monter en gamme, en qualité, et arrêter de raconter, entre guillemets, les mêmes histoires à tous les clients et s'adapter aux contraintes du client. Et je pense que ça va nous permettre aussi de se repositionner et de se remettre en question en tant que professionnel. On a fait 8 ans d'études et on va devoir consommer un peu plus de temps dans la compréhension du terrain de chaque client que on a longtemps laissé, je pense, à l'abandon. Dernière question peut-être, Flo? Les passionnés, j'ai entendu parler de la passion et je pense que c'est très juste pour nous humains. Et Nicolas et moi, on a discuté par exemple sur un sujet précis pour lequel l'intelligence artificielle, loin d'être une menace, est véritablement un apport, une contribution dans la qualité de vie au travail, en l'occurrence des RH. Si on parlait des RH, j'ai cité un exemple avec Nicolas, Walmart, c'est 500 000 recrutements par an. Un humain, pour recruter 500 000 postes, il faut recevoir entre 15, 20, 25 CV. Comment vous faites? Eh bien, quelqu'un comme Monster Worldwide a trouvé une solution. Eh bien, c'est Monster Worldwide qui recrute 500 000 postes par an pour Walmart. Qu'est-ce que font maintenant les personnes sur les questions RH? Eh bien, ces personnes qui sont positionnées sur ces défis-là, elles contribuent. Comment? Quelle est la valeur ajoutée de ça? Elles se concentrent sur l'humain lui-même. C'est-à-dire sur la valeur, sur l'accompagnement, sur l'analytique, sur comment est-ce qu'on répond à l'humain, à ses préoccupations humaines, au-delà de ce qui est, entre guillemets, administratif ou analytique, autre que ce qui va concentrer vers le travail, la qualité de vie au travail, qui est la préoccupation essentielle. Absolument. Si on prend par exemple un métier d'avocat, on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle, quelques-uns de mes étudiants ont créé une des premières entreprises fusionnant d'un côté l'avocat et de l'autre côté un ingénieur en informatique. Et bien on a vu qu'en étant allé piocher sur des données qui existent, sur des jurisprudences, on sait aujourd'hui que quand l'avocat vous reçoit, il ne va pas forcément vous le dire, avec cette analyse-là, il sait déjà les pourcentages de réussite ou pas, si bien que, connaissance cela, il va se concentrer sur l'accompagnement véritable de vous en tant que personne préoccupée par un problème ou un enjeu quelconque. Voilà ce que je voulais dire. Absolument. Et tu touches d'ailleurs un sujet qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, on croyait que l'IA allait s'appliquer qu'à des secteurs qui étaient très numérisés, comme la comptabilité, comme l'ingénierie. Sauf que là, maintenant, ça s'applique au droit. Et dans le droit, justement, il y a énormément à la base d'irrationalité, mais une IA, elle est capable quand même de vous dire, par exemple, la chance que vous avez de gagner un procès. Par exemple, et si vous avez très peu de chances de gagner un procès, une IA peut vous permettre de savoir où est-ce qu'il faut gratter l'avocat, effectivement, où est-ce qu'il doit gratter pour gagner ce procès. Et là, effectivement, on arrive à une surspécialisation d'un domaine qui permet justement d'améliorer considérablement le domaine. Et effectivement, toi et moi, on l'a vu en ressources humaines et dans le droit. Donc, tu touches effectivement du doigt un domaine incroyable puisque l'IA nous a permis d'améliorer considérablement le conseil. Mais considérablement. Donc, voilà. Donc, merci Foulo pour cette remarque.